Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire l'ISO 45001 comme vous ne l'avez jamais vu. Je suis Sandra Chauvet, consultante en qualité, sécurité et environnement chez Faral et nous allons parler des nouveautés de cette norme. Alors, nous avons choisi de prendre un parti pris bien précis et d'aborder quelques thèmes santé, sécurité au travail et de voir sur ces thèmes ce que l'ISO 45001 peut apporter plutôt que de balayer la norme chapitre par chapitre. Alors les thèmes que nous vous proposons sont les travailleurs, le leadership, la santé et les entreprises extérieures. Donc, le webinaire va durer environ 30 minutes et nous nous réserverons quelques minutes à la fin de la présentation pour vous permettre de poser des questions par chat auxquelles je m'efforcerai de répondre. Donc, le webinaire est enregistré et le lien sera mis à disposition des participants si vous voulez éventuellement revoir certains points à tête reposée. Alors, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Que peut nous apporter l'ISO 45001 lorsqu'on a déjà en place un certain nombre d'outils et de méthodes pour développer une culture sécurité? Alors, vous allez reconnaître la courbe de Bradley avec différentes étapes comme la première, celle à laquelle on a encore un niveau d'accident relativement élevé qui est celle du fatalisme où la sécurité est une affaire vraiment purement réglementaire et n'est pas gérée. Donc pour la majorité d'entre vous, fort heureusement, vous en êtes bien loin. Ensuite, on a mis en place de l'organisation, des règles pour pouvoir permettre de travailler plus en sécurité. C'était l'étape de la dépendance. En expliquant régulièrement un certain nombre de choses, en ayant des managers de proximité qui communiquent lors de quarts d'heure de sécurité, qui font des visites d'observation comportementale, en analysant les accidents, en donnant du sens, en expliquant le pourquoi des règles, on est arrivé à ce que chaque individu adopte un comportement pour préserver sa propre sécurité, qui est l'étape qu'on appelle d'indépendance. Et celle que nous visons et qui est celle qui est la plus efficace en matière de performance, celle de l'interdépendance, c'est l'étape où la sécurité est une valeur collective, partagée par tous, où chacun prend soin de lui-même, mais aussi des autres. Et donc, dans ces conditions-là, quel est l'intérêt de mettre en place un système de management suivant le référentiel de l'ISO 45001 ? En quoi cette démarche peut nous aider à atteindre l'indépendance et en quoi elle peut aussi faire en sorte que nos managers, qui sont bien loin du laisser-faire aujourd'hui, arrivent à oser faire des remarques et les accepter. Donc par rapport à ça, en travaillant régulièrement sur les accidents, vous avez réussi à évoluer dans les différentes étapes de la sécurité, pas que sur les accidents, mais ça a été un gros travail de remonter d'informations, d'avoir des situations dangereuses à traiter, des presque accidents. Donc par rapport à ça, à partir du moment où on a mis en place un certain nombre de mesures de prévention et de protection sur les trois champs que sont la technique, l'organisation et le comportement, là où la norme peut nous aider, c'est notamment pour renforcer la barrière organisationnelle. Parce que comme tout le monde le sait, comme nous ne vivons pas dans un monde parfait, ces fameuses barrières de prévention et de protection ont malgré tout quelques écarts, quelques anomalies, et lorsqu'on aligne ces différentes anomalies, on arrive à avoir des événements que l'on préfère bien évidemment éviter. Donc, pour renforcer la barrière de l'organisation, l'ISO 45001
permet de mettre en place des règles de fonctionnement ou de renforcer celles qui sont déjà en place. Mais là où elle va être vraiment intéressante, c'est sur la partie analyse des événements avec des outils de recherche de cause appropriés et surtout comment on va tracer et comment on va piloter les actions mises en place pour, d'une part, sécuriser une situation lorsqu'un événement s'est produit, ou corriger certains éléments de façon durable pour éviter que des événements ne se reproduisent. Et tout ça, ça va se faire parce que l'ISO a comme exigence de vérifier les actions mises en place, vérifier leur efficacité. Et donc c'est là où ça peut nous permettre d'aller un petit peu plus loin que dans le développement, je dirais, d'outils sécurité classiques hors système de management. Et si ces actions efficaces nous servent à partager l'expérience, on peut, en anticipation et en prévention, les utiliser pour les généraliser à d'autres secteurs de l'entreprise où des événements semblables pourraient se produire. Et ainsi, l'ISO 45001 permet de structurer la démarche de prévention et de la placer vraiment dans un système d'amélioration continue des conditions de travail. Parallèlement à ça, on se rend compte que renforcer la barrière du comportement est essentiel aussi. Je dirais que travailler de façon équilibrée sur les champs techniques, organisationnels et comportementaux fait partie des conditions de réussite. Alors, au niveau des comportements, pour renforcer cette barrière, eh bien, la norme demande un certain nombre de choses au sujet des travailleurs, des collaborateurs, et notamment qu'ils soient consultés et participent aux actions de prévention. Donc, on s'attend à ce que l'organisation améliore l'écoute des travailleurs. Et on se rend compte assez souvent qu'on entend des réflexions du type « on nous demande de remonter des informations, on le fait, on y passe du temps et au final, eh bien, il ne se passe rien, on ne voit rien redescendre, on ne voit rien revenir. » Ou alors, on entend « la sécurité, c'est avant tout des contraintes. » Ou le classique « trop de sécu, tue la sécu. » On ne participe pas aux décisions, etc., etc. Donc, par rapport à cela, un des points importants que l'on retrouve dans la norme, c'est le fait que les travailleurs sont une partie intéressée, nommée de façon explicite, c'est-à-dire qu'elle sera forcément considérée comme pertinente et importante, ce qui veut dire qu'on doit recueillir ses besoins et attentes en matière de santé, sécurité au travail. Donc l'entreprise doit mettre en place cette écoute des besoins et attentes au-delà du périmètre d'instances telles que le CHSCT ou le futur CSE. Donc c'est en fait une belle opportunité d'améliorer la communication au niveau des différentes strates de l'organisation et d'impliquer les travailleurs sur les sujets santé, sécurité au travail. Alors pour illustrer un peu plus en détail ces exigences, donc nous avons sur la gauche de l'écran quelques exigences telles qu'exprimées dans la norme et sur la droite quelques informations qu'on trouve dans les annexes qui sont là pour nous aider à interpréter les exigences du corps de la norme. Alors par exemple, on nous dit que l'organisme doit fournir dans les temps impartis un accès à des informations claires, compréhensibles et pertinentes. Pour répondre à ça, ce qui est proposé en annexe, c'est éventuellement de mettre en place une communication ascendante et descendante fondée sur le dialogue et l'échange. On a aussi comme exigence d'identifier et lever les obstacles ou barrières, et ça on le retrouve au paragraphe 5.4 petit c. Pour répondre à ce point, une des propositions, c'est de mettre en place un processus de coopération pour prendre des décisions.
pour répondre au fait d'accentuer la participation des travailleurs sur les actions permettant d'éliminer les dangers et les risques, ce qui est tout à fait cohérent avec la façon dont on veut pousser les remontées d'informations pour travailler vraiment en termes d'interdépendance. Eh bien, les collaborateurs ne doivent pas se sentir menacés, de façon à pouvoir communiquer vraiment de façon transparente. Autre exigence, pour accentuer la participation et la coopération des travailleurs sur la définition des mesures de prévention, leur mise en œuvre et utilisation effective, eh bien là, la norme propose d'encourager le partage d'informations par rapport aux situations dangereuses à tous les niveaux. Donc, c'est complètement cohérent avec les démarches déjà en place. Par contre, ça permet d'aller plus loin dans l'écoute et la compréhension des besoins et attentes des collaborateurs en matière de santé et sécurité au travail. Donc, pour résumer, au niveau du sujet travailleur, la 45001 peut apporter, en plus du respect de la réglementation et le cadrage du flux d'informations et de communication, la dimension d'amélioration continue et surtout le fait de s'assurer que ce qu'on met en place est efficace. Et mettre en place des actions efficaces, communiquer sur ces actions permet aussi de bâtir la confiance et de solliciter la communication ascendante et descendante. Donc à retenir, l'amélioration du recueil des besoins et attentes en matière de santé, sécurité au travail des travailleurs à tous les niveaux, ça fait partie des grandes nouveautés qu'on retrouve au niveau de l'ISO 45001. Autrement dit, ça permet de favoriser la subsidiarité, ce qui est un facteur de succès pour favoriser cette consultation des travailleurs, c'est la motivation et l'énergie que la direction et la ligne managériale vont être en capacité d'amener. C'est pourquoi le leadership et l'engagement sont primordiaux et qu'ils sont détaillés dans l'ISO 45001 au même titre que ses cousines, l'ISO 9001 et l'ISO 14001. Donc, ce qui est complètement cohérent aussi avec le rôle du management dans le déploiement d'une culture santé-sécurité. Alors, bien sûr, quand on parle de leadership, on est aux antipodes de la manipulation, c'est-à-dire que la façon dont la norme l'entend, c'est de renforcer tout ce qui peut être management positif, donner envie, créer des opportunités d'amélioration. Je vais vous donner quelques exemples d'exigences pour illustrer ce que je viens de dire. La norme nous dit « La direction doit démontrer son leadership en assumant la pleine et entière responsabilité et l'obligation de devoir rendre compte de la prévention des traumatismes et ou pathologies liées au travail, en soutenant les autres rôles managériaux afin de démontrer leurs responsabilités dans leurs domaines respectifs. » Donc, pour résumer, la démonstration du leadership se fait à travers les retours que l'on a des travailleurs et de leur perception des valeurs, attitudes, pratiques managériales, compétences mises en œuvre. Il se caractérise par une confiance mutuelle, une perception partagée de l'importance de l'organisation du travail pour assurer l'efficacité de la prévention. La santé est souvent le parent pauvre de la démarche, car elle n'est pas traitée au même titre ou au même niveau que la sécurité. Et quand elle l'est, on l'approche par une voie plutôt réactive en considérant les impacts du travail sur la santé, comme les maladies professionnelles, tout ce qui est risques psychosociaux, pénibilité et l'impact que ça peut avoir sur les collaborateurs, aussi bien au niveau de la santé que physique que psychologique et de leur comportement. Donc c'est important de considérer ces risques-là parce qu'ils existent,
Mais il est important également de considérer l'aspect opportunité et comment on organise l'activité afin de développer la qualité de vie ou la santé au travail. Comment est-ce qu'on essaye d'anticiper plutôt que réagir? Et ça, c'est vraiment dans l'esprit de la norme. Comment anticiper plutôt que réagir? Alors, juste pour vous challenger un petit peu sur ce côté de la santé, que répondriez-vous aux questions suivantes? Comment analysez-vous les causes des maladies professionnelles? Comment la politique traduit les orientations santé de l'entreprise? Quels sont les objectifs et indicateurs de performance santé? Analysez-vous votre absentéisme à travers le prisme de la santé? Comment suivez-vous le taux de maladie professionnelle? Avez-vous testé les situations d'urgence de type burn-out? Avez-vous des actions au niveau de l'organisation du travail pour prévenir les risques psychosociaux? Et considérez-vous des opportunités d'amélioration en matière de qualité de vie au travail? Il y a un contexte fort en réglementation, mais il y a aussi des besoins et attentes de la part des collaborateurs. Et cela, souvent, peut conduire à des actions ponctuelles, décousues, comme, par exemple, mise en place de home office, installer un baby-foot au coin pause, former les collaborateurs à la gestion du temps, gérer le droit à la déconnexion. Alors, pour assurer de la cohérence, pour aider à structurer une approche et agir à différents niveaux, eh bien, l'ISO 45001 peut aider parce qu'elle va permettre de gérer tout ce qui est de l'ordre de l'événement, l'équivalent de l'accident sécurité, c'est-à-dire structurer des actions de prévention tertiaire pour gérer des crises et mettre en place des actions correctives. Mettre en place aussi de la prévention secondaire grâce au traitement d'anomalies détectées, et donc là, être un peu plus en amont, un peu plus en prévention, et puis réellement anticiper les problèmes avant qu'ils n'arrivent grâce à certains retours d'expérience, mais aussi en mettant en place des actions sur l'organisation du travail et vraiment s'attaquer au niveau de prévention primaire. Donc là, l'ISO 45001 peut vous aider à définir votre objectif, identifier vos forces, vos faiblesses au niveau de l'organisation et faire le lien avec les risques et opportunités. Elle peut vous aider aussi à mettre en place des actions au niveau de l'organisation du travail, sachant que souvent, c'est des actions qui se réfléchissent sur du long terme parce qu'on touche à la structure et à notre façon de travailler. Elle permet aussi d'anticiper pour éviter l'apparition de problèmes de santé, de capitaliser l'expérience. Ça, on retrouve la logique de l'amélioration continue. Et puis surtout, de se poser la question sur comment assurer une régulation collective, comment former, comment sensibiliser. Et puis, vérifier effectivement que les collaborateurs appliquent bien les règles. Donc, à retenir, sur la santé, on peut travailler à renforcer la prévention et à ce sujet-là, l'ISO 45001 peut nous donner des clés. Alors, le choix du thème suivant, qui est le thème des entreprises extérieures, même s'il n'y a pas de nouvelles exigences à proprement parler dans l'ISO 45001 par rapport à tout ce qui est déjà cadré au niveau réglementation, on trouve intéressant de l'aborder parce que on s'est rendu compte, lors d'audits que nous avons pu faire chez nos clients, que même sur des systèmes très matures, il y avait des sources d'amélioration non négligeables. Donc, on s'aperçoit que le décret de 1992, même s'il présente une exigence réglementaire forte, eh bien, ça ne nous garantit pas que ce processus-là soit efficace. Par exemple, est-ce que vous pensez à informer par écrit l'inspection du travail de l'ouverture des travaux, tel que le stipule l'article 4512-12 ? Est-ce qu'on remet à jour systématiquement l'analyse des risques du plan de prévention en fonction des constats qu'on fait lors des visites de chantier?
Est-ce qu'on peut travailler, par exemple, avec des entreprises extérieures qui ont un taux de fréquence de 200? Et il y a d'autres questions qui peuvent se poser. À ces questions, comme par exemple, sélectionnez-vous les entreprises extérieures suivant des critères de performance sécurité? Ajoutez-vous des critères liés à la santé? Auditez-vous la gestion des entreprises extérieures et partagez-vous ces résultats d'audit avec la direction? Comment analysez-vous les risques liés à la coactivité? Comment les besoins en ressources sont-ils définis pour réaliser chaque étape du plan de prévention? Faites-vous des retours d'expérience par rapport au chantier? Encouragez-vous les bonnes pratiques? Qu'avez-vous prévu dans vos contrats en cas de dérive et de non-respect des règles? Avez-vous des preuves pour démontrer que vous faites des suivis de chantier? Et bien là-dessus, l'ISO 45001 peut vous aider à établir un processus de coordination avec la ou les entreprises extérieures pour identifier les dangers et aussi évaluer la maîtrise des risques en santé et sécurité au travail. Le simple fait que la norme exige de vérifier que l'entreprise extérieure honore le contrat et remplit les exigences en matière de santé et sécurité au travail, suivant des critères, eh bien, aide à structurer la démarche. C'est-à-dire qu'elle va nous aider à nous assurer que les entreprises extérieures avec lesquelles on travaille respectent bien les critères qu'on a définis, les règles également que l'on retrouve dans le plan de prévention. La norme conseille d'inclure d'ailleurs des critères santé, sécurité au travail lors de la sélection des entreprises extérieures. Donc, l'apport que peut avoir la 45001 par rapport au sujet des entreprises extérieures, c'est qu'utiliser l'approche processus peut aider à améliorer la maîtrise opérationnelle. D'autant que quand on dit processus, eh bien cela veut dire qu'on va certainement avoir des objectifs, on va s'assurer qu'il est efficace et qu'on atteint ces fameux objectifs. Et pour s'assurer qu'il est efficace, on va l'auditer et on va contrôler effectivement que les éléments réglementaires et les exigences sont bien remplis, qu'on a les preuves de tout ce qu'on a fait lors de la collaboration avec l'entreprise extérieure. Et donc, il y a moins de risques de dérive dans la pratique. En conclusion, sur les différents sujets que nous avons abordés, une des grandes nouveautés, c'est l'amélioration du recueil des besoins et attentes en matière de santé et sécurité au travail des travailleurs et collaborateurs à tous les niveaux. Pour la ligne managériale, d'assumer et de montrer son engagement en portant la culture santé-sécurité, de renforcer la prévention en matière de santé pour compléter tout ce qui est déjà fait en matière de sécurité, et puis d'utiliser l'approche processus pour améliorer la maîtrise opérationnelle de la gestion des entreprises extérieures. Globalement, elle permet de créer du lien et de la cohérence dans votre démarche sécurité. Donc voilà ce que nous voulions partager avec vous lors de ce webinaire. Donc ce que je vous propose, il nous reste quelques minutes, c'est de répondre à des questions, si vous en avez, que vous pouvez envoyer par chat. Donc en attendant de voir si certaines questions nous arrivent, je vais répondre à quelques-unes qu'on sait être relativement classiques sur ce type de sujet. Donc déjà la première, quand va paraître la norme, eh bien on espère, parce que la parution a été reportée plusieurs fois, on espère que ce sera bien pour le mois de mars 2018. Et puis donc derrière, une fois qu'elle sera parue, eh bien on aura 3 ans
pour se mettre en conformité par rapport à ce référentiel si on souhaite être certifié ISO 45001. D'autres questions qu'on retrouve souvent, c'est aussi est-ce qu'on a intérêt, lorsqu'on est certifié ISO 9001 ou ISO 14001 ou les deux, à avoir un système de management intégré? Alors moi, j'aurais tendance à vous dire oui, sachant que l'intérêt de l'intégration, elle est d'éviter de dupliquer certaines gestions et certains processus qui sont communs. Par contre, de bien identifier ce qui est spécifique pour que vous puissiez les traiter à leur juste valeur. Donc, je suis plutôt pour le système de management intégré. Alors, quid de l'OSAS 18001? Eh bien, ce qu'il est prévu, c'est que l'OSAS 18001 soit à terme remplacé par l'ISO 45001. Donc, pour les entreprises qui sont certifiées OSAS 18001, il faudra migrer vers l'ISO 45001 parce qu'à terme, cette norme n'existera plus. Autre question qu'on retrouve souvent, est-il possible d'utiliser l'approche processus pour mon système de management santé-sécurité au travail? Eh bien oui, c'est possible, c'est même souhaitable, c'est même conseillé et recommandé dans l'ISO 45001, c'est-à-dire de déployer les aspects santé-sécurité au niveau des différents processus de l'entreprise et de ne conserver, je dirais, que ce qui est spécifique EHS sur un processus spécial. C'est-à-dire que l'intérêt d'avoir une approche processus métier, c'est par exemple de se dire, ben moi, pilote du processus de production, comment est-ce que je contribue à l'atteinte des objectifs santé, sécurité? Alors, je viens de voir une question. En dehors de ce que nous avons présenté, est-ce qu'il y a d'autres apports de la 45001 par rapport à l'OSAS 18001? Oui, il y en a, notamment au niveau de la structure générale de la norme, ce qu'on appelle la high level structure, c'est-à-dire que la 45001 est organisée exactement comme les 9001 et 14001 aujourd'hui, et on va retrouver tout un tas d'exigences sur le contexte de l'entreprise, le leadership, la planification, l'intégration des risques et opportunités. Donc ça, nous ne l'avons pas forcément abordé aujourd'hui, mais ça fait partie des changements par rapport à l'OSAS 18001. Alors, j'ai une autre question. Efficacité des actions santé-sécurité au travail, faut-il la mesure pour toutes les actions ou seulement celles relatives au système de management? Quelques exemples de critères d'efficacité. Alors, donc là, c'est un peu... donc, quand on parle d'efficacité d'action, c'est pas seulement, à mon avis, celle relative au système de management. C'est-à-dire que quand on met de l'énergie à bâtir un plan d'action, derrière, il faut s'assurer qu'effectivement, l'action règle le problème qu'on souhaitait adresser. Donc, ce qu'on conseille, c'est qu'au moment où vous construisez vos plans d'action, de vous demander comment vous allez pouvoir savoir si l'action est efficace. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous allez mettre en place un indicateur derrière chaque action, parce que ça, c'est ingérable, mais posez-vous la question de savoir, au moment où vous créez votre action, comment je vais m'assurer que ça fonctionne. Alors, si vous êtes sur éviter qu'un certain type d'accident se reproduise, vous pouvez très bien
vérifier que sur le secteur que vous avez traité, eh ben, vous n'avez plus le même type d'événement. Mais vraiment, ça tient à ce que vous attendez comme résultat de l'action concernée. Exactement. Je rejoins la remarque de Fabrice. Donc, par rapport à ça, des critères d'efficacité, vous pouvez avoir, bon, est-ce qu'on retrouve un événement du même type ou tout simplement, est-ce qu'une action technique a bien eu lieu et est-ce qu'on règle le problème? Ça peut être également via un audit, vérifier si ce qu'on a mis en place, par exemple, est bien appliqué par les personnes. Suite à une action de sensibilisation, et à vérifier que les gens ont bien compris. Donc, vous pouvez avoir plein de moyens de vérifier l'efficacité. Mais surtout, ce qui va faire l'intérêt, c'est quand vous mettez en place une action, posez-vous la question de savoir comment vous allez vous rendre compte si les efforts que vous y avez mis ont payé ou pas. Alors, je vois qu'il y a encore quelqu'un qui est en train d'écrire. Je vais prendre peut-être cette dernière question ou cette dernière remarque. Alors, ISO 45001 versus MAS. Pour les entreprises déjà masées, quel est l'intérêt? Alors, je dirais que les approches sont complémentaires, c'est-à-dire que on a la même problématique ou le même parallèle qu'entre l'OSAS 18001 versus le MAS. Donc, l'ISO 45001, l'intérêt, c'est vraiment ce que ça peut apporter en termes de structurer son organisation, de travailler sur la façon dont on travaille et de se placer en amélioration continue. Le MAS va être beaucoup plus sur des aspects très opérationnels, donc les deux sont complémentaires. Ensuite, je dirais que vous pouvez très bien vous inspirer de la 45001 sans forcément rechercher la certification si ça ne fait pas forcément partie des exigences particulières de vos clients. Car souvent, ce qui fait la différence, c'est aussi ce qui est important pour nos clients. Après, je dirais que l'intérêt d'une démarche, c'est la motivation plutôt que la certification pour la certification. Bien. Eh bien, écoutez, je n'ai plus de questions. Je vous remercie pour votre participation. Et puis, eh bien, je vous dirai que ce webinaire a été enregistré. Donc, nous allons vous envoyer le lien vers la vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir. Et puis, ben, j'espère à bientôt.